Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de testostérone, on va parler de muscles gras, de sommeil profond et de cortisol. Donc avant de démarrer, donc ceux qui sont abonnés à ma liste email et tout ça, que vous recevez mes petits conseils quotidiens ou hebdomadaires selon les périodes, vous avez dû voir que j'ai publié un gros contenu sur la testostérone dimanche à 10h. Donc en plus, si vous écoutez les podcasts comme ça et que vous appréciez l'audio, parce que moi j'adore l'audio aussi, bah là vous en avez pour 3h50 rien que sur la testostérone pour les hommes de 40 ans et au-delà. Donc je me suis vraiment régalé à faire ce contenu, c'est vraiment quelque chose qui, moi déjà je suis concerné puisque je suis dans cette tranche-là, et surtout en faisant mon enquête et mes recherches, j'ai découvert des choses que j'avais pas vues ailleurs. Donc du coup, je tenais à les partager avec vous. Et c'est vraiment un plaisir que j'ai eu à le créer, à l'enregistrer, et puis à faire aussi après toute la programmation, parce que j'ai mis les programmes aussi bien d'entraînement. Je peux vous faire la liste. Dedans, vous avez un guide audio complet de 3h50. Un guide PDF en plus auquel vous avez accès, plan nutrition et entraînement spécifique pour la testo, la liste de courses pour démarrer la diète vis-à-vis de ça, et après toute la partie sur le mode de vie, le style de vie. Alors là où ça fait un peu la différence, c'est que on se concentre pas que sur la diète et l'entraînement. Moi, vous savez, j'ai une grosse partie mode de vie et une grosse partie aussi psychologie et tout. En fait, toutes les choses un peu tabous que surtout les hommes ont du mal à... par exemple, un sujet, on a du mal à en parler, les cheveux. Donc, est-ce que la testo et la perte des cheveux, ça va ensemble ? Est-ce qu'il y a des traitements, des choses comme ça ? Est-ce que la recherche a montré des choses par rapport à ça ? Bon, voilà, moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Alors évidemment, attention, moi je suis pas médecin. Ce que vous avez là, ce sont des informations basées sur la science, d'accord, mais ce sont des informations à prendre comme des informations. Ça n'est pas, ça ne remplace pas une consultation médicale ou autre quoi. Donc on parle de ça, on parle de la testostérone et des cheveux, des muscles. Bon, est-ce que la testostérone influence vraiment la masse musculaire et tout ça ? Alors ça, on le sait déjà qu'on prend plus de muscles quand on a un bon taux de testo. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on traverse la quarantaine ? Je parlais un peu aussi de la crise de la quarantaine qui, pourquoi pas, pourrait être liée, on va détailler ça dans le contenu, mais par rapport à la testostérone et la crise de la quarantaine. On va parler aussi de l'énergie, les baisses d'énergie, les baisses de libido. En fait, un truc qui est paradoxal, c'est que au moment où le monde entier compte le plus sur vous, donc c'est-à-dire autour de la quarantaine. Pourquoi ? Parce que vous avez un crédit maison, donc la banque compte sur vous. Vous avez certainement un peu plus de responsabilités qu'à vos 20 ans au niveau professionnel. Donc voilà, ça c'est pas obligatoire, mais soit vous êtes à votre compte, soit vous avez peut-être gravi un petit peu plus les échelons, ou tout simplement vous formez des plus jeunes sur le poste que vous avez aujourd'hui.
Donc vous avez plus de responsabilités professionnelles, vous êtes probablement futurs parents ou jeunes parents où vous avez des enfants, donc à élever ou autre. Donc le monde entier compte sur vous, plus que jamais. Or, vous, c'est là où vous vous sentez le plus fragile. Parce que justement, il y a ces hormones qui sont un peu en train de se chambouler, qui se mêlent un petit peu avec quelque chose d'existentiel. Et c'est pour ça, moi, je trouvais ça très important d'en parler et de faire une enquête là-dessus. Donc voilà, vous aurez. C'est pour ça, on n'est pas que sur la diète et l'entraînement, vraiment bêtement, en étant que mécanique. Il y a aussi j'aime pas dire du développement personnel, mais de la philosophie de vie et de la psychologie, quoi. Et puis, alors j'aborde tout, hein, que ça soit à la fois les bilans sanguins, les machins, donc ce que dit la science par rapport à ça. Je vous donne tous les professionnels de santé que vous pouvez consulter, parce que souvent les gens ils pensent que aux médecins généralistes, mais il y a le médecin généraliste, il y a d'autres professionnels de santé qui sont liés à ça. J'essaye vraiment de faire une fiche pratique pour les gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe entre leur testo, leur humeur, leur libido, leur prise de muscle, leur perte de graisse, toutes ces choses. Et donc voilà, je me suis vraiment régalé à le faire encore une fois. Et voilà, j'en parle parce que c'est assez rare que je fasse comme ça des promos un peu plus longues. Mais c'est vrai que quand je passe presque 4 heures à enregistrer et que comment dire, je prends autant mon pied à préparer, à lire les études et tout. Voilà, j'ai envie que le plus grand nombre y ait accès. Donc j'en parle un petit peu plus longuement. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin de l'épisode, un lien entre le cortisol et la testo. À la fin de l'épisode, j'en parlerai rapidement. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, autant vous dire que tout ce dont je viens de parler là, si vous voulez y accéder à ce contenu, c'est accessible aux VIP, mais je l'ai également mis accessible pour ceux qui ne veulent pas être VIP, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en immédiat, en téléchargement immédiat et à vie. Donc vous avez le lien dans les notes du podcast pour y accéder. Alors au niveau du sommaire du podcast, le premier sujet s'appelle « Des muscles gras augmentent les risques cardiaques même chez les non-obèses ». Alors c'est marrant, pourquoi ? Parce que le muscle gras, souvent, vous savez, on dit « je veux prendre du muscle sec, c'est bien pour la masse sèche, etc. » blablabla. Bon, ce sont des raccourcis de langage, un petit peu comme de dire les régimes échouent, au lieu de dire les régimes fonctionnent, mais l'alimentation après le régime échoue. Puisque les gens, en fait, ils n'ont pas eu la pédagogie et donc, du coup, ils remangent comme avant le régime. Donc, le régime fonctionne, sauf que le régime ne sert pas qu'à maigrir, il sert aussi à se rééduquer et à prendre des nouvelles bonnes habitudes. Et ces nouvelles bonnes habitudes pourront être appliquées tout en mangeant à sa faim après le régime, de manière à justement que le régime ait servi à quelque chose, comme un entraînement, comme un sas entre des mauvaises habitudes de vie, une période un petit peu plus difficile où on perd du poids et une période après où les nouvelles habitudes de vie sont prises pour justement ne pas reprendre son poids. Bon bref, et là c'est un petit peu pareil, souvent on parle de muscles secs et souvent on dit mais on parle jamais de muscles gras. Ben si, des muscles gras augmentent les risques cardiaques même chez les non-obèses. Donc, je vais vous citer, les muscles contenant du gras, même chez les personnes ayant un poids santé, augmentent considérablement les risques de maladies cardiaques. Donc ça, c'est une étude de l'European Heart Journal. Ce type de graisse, appelée graisse intermusculaire, peut accroître de 7% les risques de crise cardiaque ou d'insuffisance cardiaque pour chaque augmentation de 1% de graisse dans les muscles. Donc l'étude menée auprès de 669 patients révèle que cette graisse altère les petits vaisseaux du cœur, un phénomène appelé dysfonction microvasculaire, et les participants âgés en moyenne de 63 ans ont été suivis pendant 6 ans avec des analyses détaillées de la graisse et de la masse musculaire via des scanners. Donc les femmes et les personnes de diverses origines représentaient une part importante des sujets. Contrairement à la graisse sous-cutanée, donc celle qu'on a sous la peau, celle qu'on pince en fait au niveau du bide, celle qu'on a envie de se débarrasser pour être beau sur la plage, contrairement à cette graisse sous-cutanée, la graisse intermusculaire favorise l'inflammation et la résistance à l'insuline, aggravant les risques cardiaques. À l'inverse, une masse musculaire maigre réduit ces dangers.
Donc ces résultats soulignent les limites de l'indice de masse corporelle, IMC, pour évaluer des risques cardiaques et ouvrent la voie à des recherches sur l'impact de l'exercice et des traitements sur cette graisse. Donc, en fait, aujourd'hui, même si vous avez un poids santé, même si on a un poids santé, alors si vous faites plein de sport, plein de répétitions de muscu, que vous travaillez tous vos muscles et tout, vous avez peu de chances d'avoir de la graisse musculaire, du muscle gras. Mais pour des personnes qui, par exemple, ne prennent pas forcément de la graisse sous-cutanée ou même beaucoup de graisse viscérale, ils peuvent faire du tissu adipeux dans le muscle, donc de la graisse intermusculaire, et ça peut avoir des impacts négatifs. En fait, c'est là où on voit la limitation d'un calcul comme l'IMC. Alors l'IMC, moi je pense que c'est quand même une bonne mesure pour donner une indication, sauf que ça ne dit pas tout. Et encore une fois, là, par exemple, on dit souvent le mieux c'est le tour de taille. Donc de prendre le tour de taille, oui, mais là, si on prend le tour de taille, certes, ça donne aussi une indication sur la graisse viscérale, mais on n'a pas encore le taux de graisse intermusculaire. Donc là, pour avoir le taux de graisse intermusculaire, parce que quand on a un tour de bras de 40 cm, est-ce que c'est que du muscle, il y a un peu de gras? On ne sait pas en fait. Et comment on fait pour mesurer ça? Alors évidemment, on peut se douter que quelqu'un qui a les trois muscles qui ressortent, à savoir le biceps, le triceps et le brachial, quand il contracte, il aura potentiellement peut-être un peu moins de graisse intermusculaire. Mais la problématique, c'est que ça veut rien dire, puisque c'est la graisse sous-cutanée qui floute ou pas le rendu. Donc c'est qu'une estimation. Donc par exemple, là, ça ne tiendrait pas si on voudrait faire de la mesure de tour de bras pour avoir ou de tour de cuisse, ça tient pas parce qu'on ne sait pas réellement de quoi est constitué le muscle. Enfin, sa teneur en gras, un petit peu comme un steak. En fait, il faut imaginer le steak, quoi. Vous voyez le steak, la viande rouge, le steak à 5% et le steak à 15%. Les deux, ils font 100 grammes. Les deux, ils ont la même forme, presque la même couleur. Et c'est quand même difficile de percevoir la différence de teneur en gras juste à l'œil nu comme ça, même si un œil averti peut le voir. Nous, le problème, c'est qu'on a la peau par-dessus. Donc, pour voir la teneur en matière grasse d'un muscle, c'est plus compliqué. Donc, ce qui est marrant, c'est que finalement, alors, on en parlait déjà il y a quelques temps des gouttelettes lipidiques et tout ça dans le muscle. Mais là, il y a un rôle au niveau de l'inflammation. Alors, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des gens qui vont faire, encore une fois, le raccourci entre graisse. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas dire intramusculaire plus que intermusculaire, parce que inter, ça serait entre, et intra, ça serait à l'intérieur. Moi, je dirais plutôt intra, puisque le muscle gras, ça serait plutôt intra. Mais bon, eux, ils disent inter. Oui, je disais, je me suis perdu. Oui, voilà, il y a des gens qui vont faire le raccourci entre « ah là là, manger gras, attention, parce que tu vas avoir du muscle gras ». N'oubliez pas le devenir, par exemple, du fructose, ou le devenir du glucose, ou enfin de l'excès de glucides également. Hein. Ça n'est pas... le devenir de l'excès calorique, c'est souvent du gras dans le corps. C'est pas que le gras qui fait du gras, même si le gras fait du gras, le sucre fait du gras, et la protéine en excès fait du gras. Donc, faut faire attention à ce genre de raccourcis qui ont assez bien aidé les vendeurs de sucre et tout des années 70 à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ils sont un peu moins aidés par ce genre de raisonnement, mais bon, il y en a encore sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils défendent le sucre bec et ongles. Je comprends pas, enfin, tant mieux pour les vendeurs de sucre, hein, mais je comprends pas pour eux quel est leur intérêt de défendre ça, mais ils ont certainement une bonne raison. C'est un petit peu comme ceux qui défendent, par exemple, je sais pas, le beurre, les charcuteries et tout, en disant finalement c'est bon pour la santé. Je comprends pas. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de documentation qui montre. Alors malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Heureusement qu'on a ces données pour améliorer notre diététique. Malheureusement, on se rend compte que souvent, toutes les choses qu'on aime au goût, ce sont les choses qui sont plutôt pénalisantes pour la santé. Les charcuteries, les graisses saturées, l'excès de sel, l'excès de, l'excès de sucre rapide, les boissons sucrées et tout, l'excès de féculents et toutes ces choses-là
bah, c'est plutôt dommageable, alors qu'à l'inverse, une alimentation très riche en fibres, en végétaux, en protéines maigres, plutôt du règne marin, enfin pas trop, parce qu'avec les histoires de microplastiques, de polluants et tout, ça devient compliqué. Et on se retrouve, en fait, ça réduit le champ des possibles. Et souvent, quand il y a une mode alimentaire, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'il y a une mode alimentaire, elle vous dit, vu que vous faites ça, vous pouvez vous permettre tout le reste. Vu que vous évitez le sucre, vous pouvez vous permettre toutes les graisses. Ce qui est stupide, hein. Ça, c'est les mauvaises diètes cétogènes, c'est les mauvaises diètes paléo et tout, qui sont qui essayent de. Ça, en fait, c'est quand le marketing rencontre la science, ça donne pas vraiment un truc très bon, quoi. Et c'est pareil à l'inverse. Si vous évitez les graisses, vous pouvez manger des sucres rapides, pas de problème, de la pomme de terre à tous les repas, du pain blanc. Tout est une histoire de calories. Si vous dépassez pas vos calories, tout va bien. Or, ceux qui sont sur le terrain voient bien qu'il y a parfois des gens qui sont avec des doses caloriques très basses, mais qui ont par exemple que des aliments glucidiques à IG élevés, et donc du coup ils sont en anabolisme toute la journée. Alors anabolisme, ça veut pas dire que vous prenez que du muscle, ça veut dire aussi que vous anabolisez voilà, du tissu adipeux. Et donc si vous anabolisez toute la journée, ce sont des tas d'opportunités de perdre du gras qui sont loupées. Voilà. Bon, je vais pas faire un détail là-dessus, mais puisque j'en parle assez souvent, mais bon voilà quoi. Donc le muscle gras, eh bien, ce muscle gras, il existe et il est vecteur d'inflammation et de résistance à l'insuline, ce qui est triste, puisque le muscle... Alors, on peut inverser ça avec beaucoup de sports, certainement, puisque la sensibilité à l'insuline est améliorée avec est augmentée avec l'effort, avec le sport, quoi. Et puis l'inflammation, ça, j'ai envie de vous dire, moins on a de surpoids, plus on a un bon microbiote, plus on mange des aliments de bonne qualité avec un bon ratio oméga 3, oméga 6, moins l'inflammation sera présente. Donc le réveil n'augmente pas le cortisol. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Alors le réveil, c'est pas le réveil matin, c'est pas le réveil votre iPhone ou votre vieux réveil qui sonne, qui va augmenter le cortisol, parce que, enfin, qui n'augmenterait pas le cortisol, parce que ça, il me semble que ça, c'est vécu comme un tel stress que ça, par contre, ça doit augmenter. D'ailleurs, j'avais lu une étude il y a plus de 10 ans sur les pompiers. Donc, dédicace à tous les pompiers qui écoutent. Il y en a beaucoup dans mes proches. Quand vous êtes de garde et que vous ronquez dans les dortoirs et que d'un coup il y a l'alarme qui sonne parce que vous êtes appelé, donc vous avez le pantalon sur les chevilles et les rangers qui sont bien ouvertes, lacets à moitié fait mais bien ouvertes, vous avez juste à sauter dedans. Je connais la technique, et bien à ce moment-là, en fait, là le cortisol, c'est sûr, j'avais lu l'étude, ça monte, et il y avait d'ailleurs des risques cardiovasculaires un peu augmentés chez les pompiers, quoi. Bon, là on parle pas du réveil matin, on parle pas du réveil à la trompette, quoi. On parle du réveil, le fait de se réveiller, de s'éveiller, en fait. Et ben en fait ça n'augmente pas le cortisol. Alors attention, on va en parler, parce qu'il y en a qui sont en train de se dire quoi, mais si le cortisol c'est le matin, oui, mais attendez, on en discute. Donc contrairement aux idées reçues, le réveil n'entraîne pas une augmentation du cortisol, donc l'hormone du stress. Une étude menée par l'université de Bristol, publiée dans Proceedings of the Royal Society, montre que le cortisol commence à augmenter avant le réveil, suivant le rythme naturel du corps. Ça, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Le cortisol, c'est pas au moment où vous ouvrez les yeux qu'il se met à sortir. En fait, il commence, par exemple, je sais plus si c'est entre 3 et 4 heures du matin. En fait, il amorce son départ et puis il monte progressivement pour atteindre son pic en début de matinée, afin de nous fournir le maximum d'énergie, d'activer aussi un petit peu le système nerveux sympathique pour qu'on puisse rentrer dans la journée avec de l'énergie. Donc les chercheurs ont analysé 201 participants âgés de 18 à 68 ans grâce à un système de prélèvement automatique. Résultat, aucun pic de cortisol n'a été observé après le réveil.
Donc, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'ouvrir les yeux et de sortir de votre lit qui fait piquer votre cortisol. L'augmentation constatée reflète simplement le cycle naturel du cortisol qui atteint un pic peu après l'heure habituelle de lever. Donc, vous voyez que c'est un rythme circadien naturel. Les variations individuelles sont significatives. Durée et qualité du sommeil influencent les niveaux de cortisol. Cette découverte remet en question l'interprétation traditionnelle des mesures post-réveil, souvent utilisées pour évaluer des troubles comme la dépression ou le syndrome de fatigue chronique. Et ces travaux soulignent l'importance des rythmes circadiens, cycle naturel de 24 heures qui influencent santé mentale, métabolisme et système immunitaire. Ils ouvrent des pistes pour mieux comprendre et traiter des conditions liées au sommeil et au stress. Donc c'est toujours marrant, mais plus on en apprend, moins on en sait. C'est un peu la magie de la science, de l'apprentissage et toutes ces choses-là. C'est que plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ce qu'on sait, on le sait, et on essaye de le mettre de côté pour l'avenir. Mais bon, ça, en fait, je pense que vous, si vous m'écoutez depuis un certain temps, ce que je viens de vous dire là, ça vous surprend pas. Que le réveil, le fait d'ouvrir les yeux, de sortir du lit, c'est pas ça qui fait monter le cortisol. Mais que le cortisol, ces rythmes, ils sont induits par votre mode de vie. En gros, vos heures d'endormissement, vos heures de réveil, mais répétez, en fait, les routines que vous avez, l'alimentation que vous avez, votre capacité à alterner entre périodes de stress et périodes de récupération. Bon, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Mais on reparlera du cortisol en fin d'épisode, notamment lié à la testostérone. Troisième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le sommeil profond qui nettoie littéralement le cerveau. Donc vous savez, le sommeil profond, celui qui est plutôt en début de nuit, en tout cas, où son ratio à l'intérieur des cycles de sommeil est plus important en début de nuit, une des raisons pour lesquelles j'encourage les gens à plutôt essayer de se coucher plus tôt. Alors, ne pas se forcer à se coucher plus tôt, parce que, vous savez, le sommeil, pour reprendre les mots de Patrick Lemoine, je ne sais plus s'il est professeur, docteur, en tout cas, il est dans le sommeil, il en connaît un rayon, où il explique que le sommeil, c'est comme un tissu, comme un collant, en fait. Si vous l'étirez trop fortement, il se troue au milieu. C'est-à-dire, en l'étirant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous levez trop tard et si vous couchez trop tôt, il est fragile et il peut se percer. Et donc, du coup, vous avez un sommeil de mauvaise qualité, alors que si vous vous endormez au moment où vous avez besoin de vous endormir et vous vous réveillez au moment où vous avez besoin de vous réveiller, si vous suivez votre propre physiologie, alors ça veut pas dire s'écouter et rester devant Netflix et faire la grasse mat, hein. Ça veut juste dire ok, si vous faites la grasse mat, c'est très bien, mais comment vous vous réveillez? Est-ce que vous avez la tête à l'envers? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre journée? Vous avez de l'énergie et tout? Parce que la grasse mat, tout le monde a envie de la faire, hein. Mais sauf que moi, par exemple, si je fais la grasse matinée, je suis un enfer toute la journée. Pour moi-même et pour mes proches. Parce que je suis pas au top, quoi. Je sens que c'est, en fait, je suis comme vous savez, les télés à l'ancienne que vous avez connues dans les années 90, où on avait la petite antenne portative posée sur la télé. Souvent, c'est quand on était gosse, on avait ça dans la chambre. Et puis, on est là, on bataille avec les antennes et avec l'espèce de petits trucs qui tournent là pour essayer de capter. Ben, moi, quand je fais une grasse mat, j'essaye de capter toute la journée, mais il y a toujours du brouillard, en fait, sur l'image et je suis jamais bien réveillé. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de me réveiller tôt et de me coucher tôt. C'est comme ça, je l'ai accepté. Pour certains proches qui sont complètement inversés, là, j'ai un de mes très bons amis qui, lui, c'est un octambule. Il a plus de 40 ans, mais il peut se réveiller à midi, 13h. Il peut se coucher à 3-4 heures du matin et faire la fête et tout. Moi, j'en suis incapable. Et tu me donnes sa vie, je me tire une balle, et je lui donne ma vie, il se tire une balle. En fait, c'est incompatible. On peut pas vivre comme ça, chacun. Pourtant, on est amis, et il y a aucun problème, mais on est très différents. C'est pour ça que chacun diffère, et ça sert à rien de vouloir se forcer à être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, quoi. Donc les chercheurs ont découvert que la noradrénaline, alors non, j'en étais pas là. Oui, dormir profondément ne se limite pas à recharger les batteries. C'est aussi un mécanisme essentiel pour éliminer les déchets du cerveau. Donc, qui révèle cette étude publiée dans Cell, CE2L. Pendant le sommeil profond, le cerveau active son système glymphatique.
donc un mélange de lymphatique et de glial, un processus qui élimine les toxines, dont celles liées à des maladies comme l'Alzheimer. Bon, l'Alzheimer, vous savez à quel point c'est préoccupant, c'est inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant et préoccupant qu'on n'a pas vraiment de traitement aujourd'hui pour l'enrayer. Et donc du coup, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut se pencher, c'est l'Alzheimer dans les trucs liés au vieillissement, je parle. Hein. Mais pas que, il n'y a pas que le vieillissement, puisque on a des Alzheimer parfois assez précoces, ce qui est triste. Mais et d'ailleurs, je crois que certains l'appellent le diabète de type 3. L'Alzheimer. Mais bon, bref. Les chercheurs ont découvert que la noradrénaline, un neurotransmetteur, joue un rôle clé. Pendant le sommeil, des vagues de noradrénaline sont libérées toutes les 50 secondes, provoquant des contractions rythmées des vaisseaux sanguins. Ces pulsations propulsent les fluides cérébraux, éliminant les déchets accumulés pendant la journée. Donc en fait, ça agit un peu comme une pompe. Ça fait des répétitions, la noradrénaline, avec nos vaisseaux sanguins. Un peu comme on musclerait nos avant-bras avec les musclés, là. Et ben là, c'est la même chose, mais avec les petits vaisseaux sanguins, que la noradrénaline a fait ça pour pulser, nettoyer les déchets accumulés pendant la journée. Oui, parce que quand durant la journée, en fait, vous pensez, vous agissez, vous stressez, vous faites plein de choses avec votre petit cerveau ou votre gros cerveau, je sais pas, et eh bien, vous accumulez des déchets, un peu comme un muscle après un entraînement à accumuler des déchets. Et ben ça, là, la noradrénaline va venir nettoyer tout ça. Donc, en comparant des souris sous zolpidem, alors ça, c'est un somnifère qui doit être connu. J'ai jamais pris de somnifère de ma vie, mais j'ai déjà entendu ce nom. Donc, je pense que ceux qui en prennent doivent bien connaître ça. À celles dormant naturellement, les chercheurs ont observé que le médicament réduisait de 50% ces vagues, diminuant le transport des fluides de 30%. Bien que les souris s'endormaient plus vite, le nettoyage cérébral était moins efficace. Ces résultats posent des questions sur l'impact des somnifères sur la qualité du sommeil. Donc les scientifiques espèrent que ces découvertes pourront améliorer la compréhension du lien entre sommeil, maladies neurologiques et bien-être général. Alors attention, moi là je fais pas la morale à ceux qui prennent des somnifères pour dormir. Si vous en prenez, c'est que certainement vous avez une raison de les prendre et que votre médecin a une raison de vous les prescrire. C'est juste que il y en a qui sont pas au courant de ce genre de choses. Et d'ailleurs, je recite le Patrick Lemoine pour vous dire que dans un de ses contenus, je crois que c'est lui qui en parlait, mais les somnifères ne sont que des formes dérivées d'anesthésiants. Donc en gros, dormir sous somnifère, c'est un peu en fait s'anesthésier, ce qui n'est pas un sommeil réel. Et là, la noradrénaline qui n'est pas alors qu'est-ce qu'ils disent par rapport à un autre qui serait réduite de 50% avec certains somnifères, enfin je sais pas si tous, mais en tout cas là le zolpidem, eh bien le sommeil, et on nettoie moins son cerveau. Et je sais que lui, il en a parlé dans une conférence qu'il y a plus de risques d'Alzheimer et tout chez les personnes qui prennent ce genre de médicaments. En tout cas, il y a un lien probable. Là, il pourrait y avoir une explication par rapport à ça. Bon, vous n'êtes certainement pas ou peut-être pas sous somnifère, mais là, ce qui peut être intéressant de se dire, c'est tiens, comment augmenter la sécrétion de noradrénaline le soir ? Parce que c'est ça qui intéresse. Déjà, des choses très simples, on évite les stimulants en soirée, le thé, le café, le chocolat à haute dose, mais aussi on évite de faire du sport juste avant de se coucher. On essaye d'avoir ses routines de sommeil, de gérer son stress, et puis pour avoir des précurseurs, donc l'acide aminé précurseur, c'est la tyrosine pour la noradrénaline. Il faut avoir quand même un peu de protéines animales ou de protéines végétales, des oméga 3 aussi, qui peuvent aider au niveau de la santé cérébrale, mais d'avoir ce genre de choses durant la journée, ça veut pas dire avant de vous coucher, mais durant la journée, pour que les stocks soient faits et qu'on puisse avoir de la noradrénaline qui fonctionne le soir. Alors, c'est nouveau, ça vient d'être... c'est nouveau que moi je le dise, mais c'est peut-être pas nouveau pour les chercheurs. Mais c'est vrai que ça montre encore une fois que le sommeil, la fragilité du sommeil,
ça a été longtemps un domaine qui n'a pas du tout été exploré, le sommeil, même si bien sûr il a toujours été exploré pardon, pour les personnes qui sont insomniaques et tout ça, pour qui ont des troubles de sommeil vraiment concrets. Mais pour le pratiquant de musculation, souvent on dit oui, bon, bien dormir. Mais quand on dit bien dormir, les gens en fait ils disent toujours je dors comme je dors, quoi. Et puis advienne que pourra. Ils remettent pas du tout en question leur routine de sommeil. Pas du tout. C'est-à-dire que, vu qu'ils dorment en regardant la télé, avec un peu de lumière et du bruit dans la pièce, en ayant le chauffage qui tourne à 20-21, ils se posent pas de questions. Et oui, c'est normal qu'ils se posent pas de questions, pardon, parce qu'ils se couchent et ils se réveillent 8 heures après. Donc pour eux, tout va bien. Or, probablement que s'ils amélioraient leur routine, donc ils limitaient les écrans et tout, qu'ils avaient une température de la pièce plus proche des 18 que des 21, mais ils amélioreraient en fait la qualité de leur sommeil. Et là, ça pourrait aller grandir. Enfin, c'est un petit peu comme de l'épargne pour le futur, quoi. Ça permet de mieux nettoyer son cerveau et puis à terme d'avoir justement un vieillissement cérébral plus sain. Donc, parce que quand le cerveau déconne, c'est quand même. D'ailleurs, j'ai eu une angoisse hier par rapport à une chose. Alors attention, doucement, c'est pas une crise de panique ni d'angoisse non plus, hein. Mais c'est le risque de blessure. Quand vous vous rendez compte que, par exemple, vous, je pense que vous êtes passionné par un sport, je sais pas lequel, mais certainement la muscu, le fitness ou la course à pied, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de gens du quotidien qui ne sont pas impactés par la douleur, par le handicap physique temporaire ou même voire permanent. Par exemple, alors bien sûr, personne n'a envie de perdre un membre ou d'être handicapé de manière permanente. Mais un sportif, c'est une torture. C'est une torture. Imaginez-vous demain ne plus pouvoir courir. Vous connaissez plein de gens qui ne peuvent plus courir parce que problème de genoux, parce que machin et tout. Mais vous, si demain on vous annonce ça, ou interdiction de faire de la musculation parce que votre système cardiovasculaire ne peut plus l'encaisser. Mais quelle tragédie! Alors, il faut continuer à vivre, il faut trouver d'autres choses et tout qui donnent du sens, d'accord, et moi, je me suis dit, mais mince, en fait, en faisant du sport, donc en se renforçant, on se fragilise quelque part, au niveau existentiel aussi, parce que on crée, en fait, en étant passionné de sport, on crée une forme de nouvelles angoisses, de choses qui n'existaient pas avant. Je prends un autre exemple plus parlant. Quand vous êtes jeune ou moins jeune d'ailleurs, et que vous avez un arrêt maladie parce que vous avez la grippe, vous êtes blessé ou quoi que ce soit. Bon, moi le premier, quand j'étais ado, jeune adulte, que j'avais un travail de salarié, une sale grippe ou un truc qui me mettait en arrêt maladie, cool. Alors j'ai eu un accident de travail une fois, le médecin m'a dit faut pas travailler, faut attendre que ça cicatrise et tout. Bon, moi j'étais content. Pareil pour alors la grippe quand même, ça décalque tellement qu'on n'est pas forcément content, mais on va dire un truc qui nous cloue au lit, mais où on peut regarder la télé tranquille, voilà quoi. On est content. Mais dès que vous faites du sport régulièrement, vous êtes plus content de ça. En fait, ça devient un enfer. Donc, en fait, on met du sens sur les choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Avant, on nous disait faut aller bosser parce que machin, tout ça, faut pas se mettre en arrêt maladie. On se disait mais attends, moi je m'en fous de travailler. Si je peux être en arrêt maladie, tant mieux. Je suis payé à rien foutre. Sauf que quand on se met à pratiquer du sport, on arrive à donner du sens au fait de bosser, d'aller travailler, d'être en forme. Ça a du sens parce que, voilà, vous avez compris où je veux en venir, quoi. Et ce sont des choses. Le sport, c'est paradoxal puisque ça a tendance à nous renforcer, mais cette capacité à nous renforcer crée aussi le risque de son absence. Le risque de ne plus pouvoir se renforcer, de ne plus pouvoir exercer. En fait, d'avoir une case de plaisir et de bonheur qui donne beaucoup de sens dans notre journée et dans notre vie globalement, et ben cette case elle serait vide et il faudrait la remplir à nouveau. Et moi honnêtement, des fois je me dis est-ce que ce serait un deuil sérieux à faire de mon côté si je pouvais plus m'entraîner. Et là je pense à tous les sportifs de très haut niveau
qui n'arrivent pas à s'entraîner sans objectif de compétition ou qui étaient rémunérés pour s'entraîner parce que sportifs professionnels et qui demain ne le sont plus, donc ils doivent aller bosser, faire moins de sport et tout. Il y en a beaucoup qui, sans objectif, donc sans objectif compétitif, n'arrivent pas à s'entraîner. Ils ont besoin de se mesurer pour donner du sens à leur pratique. Et ça, enfin moi personnellement, c'est le but de l'espace VIP sur mon site et tout, c'est justement d'aider les gens à donner du sens à leur pratique sans que ça soit forcément lié à leur image corporelle ou à leur performance par rapport aux voisins ou à l'autre concurrent. Toute ma philosophie est basée sur le sens de la pratique sportive et de bien manger, un sens réel. Et je pense que la clé est ici pour ne jamais regrossir après un régime, par exemple. Si on arrive à comprendre pourquoi il faut changer ses habitudes et tout, c'est là que réside la clé du succès, même si ça fait un peu développement personnel à la con, c'est là que tous les gens qui font un régime et qui regrossissent derrière, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de sens. En fait, ils ont trouvé plus de sens à se goinfrer derrière qu'à manger sainement. Et attention, je me mets dans l'eau. N'oubliez pas, j'ai été en surpoids, j'ai fait des régimes qu'on appelle yo-yo. Donc, j'ai remangé n'importe comment après un régime. C'est pour ça que j'ai yo-yoté. Mais pourquoi ? Parce que quand je me retrouvais face à de l'alimentation plaisir, le désir de manger ça était plus fort que le sens que je donnais à mon tour de taille ou autre. Donc, à un moment donné, c'est une compétition où il y a un vainqueur. Et si on ne travaille pas sur le sens que donne le sens qu'on donne à manger mieux, faire du sport et ne pas être en surpoids, voilà. Vous trouverez des exemples dans votre vie où vous arrivez à vous raisonner. Et pourquoi vous n'agissez pas de manière nocive pour vous ? Par exemple, peut-être que vous fumez pas, peut-être que vous buvez pas, peut-être que vous vous droguez pas. Eh ben pourquoi vous faites pas ça ? Pourtant, c'est plaisant. Pourquoi vous le faites pas ? Parce que vous avez dans vos valeurs, vous avez donné du sens à ne pas utiliser ces substances. Pour vous, c'est important. Ben voilà. Et dites-vous qu'il y a des gens, alors vous, je pense que c'est le cas, mais il y a des gens qui ont appliqué la même philosophie avec la diète et l'entraînement. Alors là, je parle à des gens qui sont déjà convaincus, j'en suis sûr. Ah oui, un petit dernier sujet avant de parler de testostérone. Il y a vous savez, la couleur rouge dans les sports de combat. Il y avait un avantage avant à la couleur rouge dans les sports de combat. Donc, porter du rouge dans les sports de combat n'offre plus d'avantages. Selon une étude publiée dans Scientific Report, cette idée popularisée en 2005 affirmait que les athlètes en rouge gagnaient plus souvent, notamment lors des matchs serrés. Une nouvelle analyse démontre que cet avantage a disparu. Les chercheurs ont étudié plus de 6500 compétitions dans 7 Jeux Olympiques d'été et 9 championnats mondiaux de boxe entre 1996 et 2020. Et au niveau des résultats, les athlètes en rouge ont gagné 50,5% des fois, une différence statistiquement insignifiante. Même dans les compétitions serrées, les victoires en rouge n'étaient que de 51,5%. En 2005, un avantage existait dans les matchs serrés, 56% des victoires allaient à ceux en rouge. Les auteurs attribuent ce changement aux évolutions des règles et à l'introduction de la technologie pour le comptage des points, réduisant l'influence des arbitres. Ces résultats soulignent que les règles modernisées et l'équité technologique offrent désormais des conditions de compétition plus neutres. Ça veut dire quoi ? Que c'était finalement les arbitres qui étaient influencés par le rouge avant ? C'est comme ça que je le comprends, moi. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne interprétation. Bref, vous savez, parce que souvent on dit les couleurs, ça peut agir et tout. Bon, les sports de combat, je sais pas, moi, les seuls sports de combat que j'ai fait, on était de la même couleur et c'était du blanc, les kimonos, c'était du kung-fu et quoique après, si c'était un peu de boxe thaï et c'était des shorts et en haut, il y avait que dalle. Donc il y avait pas forcément de couleur. De couleurs, enfin sur les shorts il y avait toujours un truc écrit au niveau à l'avant là, vous savez, certainement en thaïlandais. Et d'ailleurs, il y avait plus la mode de porter le short que de pratiquer la boxe pendant une période. Quand on est ado, on est con quand même. Mais bon, tout est dans le paraître. C'est vraiment quand on regarde à quel point on a été stupide. Je pense que ceux qui sont de ma génération ont dû avoir les mêmes réflexes du style mettre les chaussettes par-dessus le jogging. Non mais alors ça. Alors, il y avait ça, et puis aussi le casque sur le scooter en alien, là, pour pas se décoiffer. Alors, quand on avait le combo jogging Bordeaux, un faux Eden Park, parce que les vrais, ça n'existait pas. La casquette Lacoste au poignet,
le casque mis en mode alien, les chaussettes par-dessus le jogging, les requins, c'était pas les Air Max standards, c'était les requins. Là, et puis le Biwiz ou le Spirit ou le Rocket ou les scooters à la mode, là. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ceux-là, hein. J'ai eu les premiers prix, mais bon, j'en étais quand même très content. Comment dire, on avait le combo parfait, et pourtant aujourd'hui, je me verrais comme ça. Bon, il faut bien que jeunesse se fasse, ou je sais pas comment on dit, mais je sais pas ce qu'on voulait renvoyer comme image, mais elle était quand même assez pathétique. Mais bon, c'est comme ça. Booster sa testostérone à 40 ans et au-delà. Donc voilà, aujourd'hui, on ne mettra pas les chaussettes par-dessus le jogging pour augmenter sa testostérone, hein, ni s'habiller en petite racaille pour impressionner les autres. Mais par contre, il y a tout un tas de choses. Et vous savez déjà, là, je voulais en parler, cortisol et testostérone, mais souvent on dit, oui, les gens qui ont beaucoup de testostérone, ils sont dominants et tout. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'une personne qui vous dit ça, elle ment. Elle vous ment parce soit elle ne sait pas de quoi elle parle, soit elle le sait et elle utilise un raccourci parce que c'est plus facile à comprendre. En fait, le comportement de dominance, pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire ce côté charismatique où on écrase un peu les autres et tout, il faut à la fois avoir un taux de testostérone satisfaisant, mais surtout avoir un taux de cortisol bas. Et c'est l'alliance des deux qui va faire que vous allez être peu impacté par le stress, donc vous allez être plutôt apte à aller au combat, et avoir les dents longues, grâce à la testostérone, pour l'agressivité, attaquer et tout. Donc c'est le combo d'un cortisol bas et de testostérone haute qui permet d'avoir justement un bon comportement confiant, voilà, plutôt que dominant. Donc moi déjà, le premier petit tips que je vous donne avant que vous alliez rejoindre le gros cours de 3h50, c'est d'au lieu de vouloir absolument augmenter votre testostérone, cherchez déjà à réduire votre cortisol, à le maîtriser, à mieux gérer les périodes où on vous contraint par le stress, des choses comme ça. Déjà là, vous allez mieux exploiter la testostérone que vous avez déjà. C'est déjà une chose. Mais bon, après, si vous voulez vraiment aller dans le cœur du sujet, surtout si vous traversez la quarantaine, que ce soit la crise de la quarantaine ou la quarantaine tout court, allez voir ça, parce que vous avez le guide complet en PDF, et comme là on a fait en audio, mais de 3h50, que sur la testo, avec du concret, de l'entraînement, de la diététique, du style de vie, tout ça. Donc vous avez le lien en description. Ça s'appelle Booster sa testostérone à 40 ans et au-delà. Je vous retrouve de l'autre côté. Et puis sinon, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.